L'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de variole du singe en Afrique. On parle d'un virus plus transmissible et plus mortel. Rien que ça. Bonjour Antoine Flao. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique. Bon, pour qu'on comprenne bien le problème, prenons ça par le commencement. Quelles sont les raisons de ce niveau d'alerte maximal ? On est à combien de cas dans le monde actuellement ? Alors, c'est pas tellement le nombre de cas, ni même le nombre de pays touchés, puisque c'est la deuxième fois que l'OMS lance une alerte pour Mpox, on l'appelle comme ça maintenant, cette variole du singe, parce qu'en fait, elle ne vient pas du singe du tout, mais plutôt d'un petit écureuil d'ailleurs, des palmeraies en Afrique. Mais en 2022, on avait connu une épidémie, déjà une première alerte. Une première alerte, et lorsqu'il y a eu 70 pays contaminés, l'OMS a décidé de lancer cette alerte. Là, il y a 13 pays contaminés qui sont tous en Afrique, autour d'ailleurs du foyer central qui est, on va dire, celui du Congo et notamment de l'Est de la République démocratique du Congo et les pays limitrophes, on va dire. Et c'est parce qu'il y a cette émergence et aussi parce qu'il y a un nouveau variant qu'on appelle le clade 1B qui a émergé. Plus mortel, c'est ça ? Alors oui, c'est très très difficile sur la mortalité et la sévérité parce qu'on est dans des pays extrêmement pauvres et des régions très 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 déshéritées et avec très peu d'infrastructures sanitaires, et donc on a du mal à mesurer la sévérité, mais il semble que, en tout cas, il est une transmission différente des autres. Il n'est pas uniquement cette transmission de l'écureuil des palmeraies vers l'enfant, ou parfois même peut-être, on l'a vu aussi, des transmissions par contact, mais il y a ici sans doute des contacts sexuels. En tout cas, on a vu que des prostituées de mines du sud Kivu ont été contaminées, ont ramené le virus dans les pays voisins. Donc, on peut penser qu'il y a d'autres modes de transmission, peut-être même une transmission par voie aérosol, un petit peu comme le Covid. Donc, on est quand même très prudent aujourd'hui. Et ça, on y reviendra. Vous dites que pour l'instant, ça a touché on va dire les pays limitrophes. Est-ce que ça pourrait atteindre d'autres continents comme l'Europe ? Est-ce qu'on peut l'envisager ? Alors, vous savez, quand il y avait eu le démarrage, je ne veux pas faire d'analogie trop osée là-dessus, mais quand il y avait eu le démarrage en Chine du Covid, on s'était dit c'est en Chine, bon voilà, ils vont régler leurs problèmes. Oui. En réalité, on s'aperçoit que la mondialisation rapproche quand même n'importe quel virus qui se trouve quelque part dans le monde. Oui, les virus connaissent pas les frontières, donc si le virus est très transmissible, et ça on ne sait pas bien. Donc il faut absolument, dans un pays où de grande pauvreté, il faut qu'il y ait une sorte de solidarité, d'élan mondial pour essayer de mieux comprendre tout ce qui se passe. Il y a un vaccin aujourd'hui, donc on n'est pas du tout dans le cas du Covid, on a un vaccin qui marche bien, qui marche dans 80% des cas, mais vous voyez, la République démocratique du Congo a demandé d'avoir plusieurs millions de doses. Pour l'instant, on leur a donné que 50 000 doses. Ils sont 99 millions d'habitants en République démocratique du Congo. Donc, il y a vraiment besoin d'un effort et d'une solidarité internationale pour vraiment, je dirais, tuer dans l'œuf ce démarrage épidémique qui est un peu préoccupant. On voit beaucoup de choses circuler, de photos, de vidéos sur les réseaux sociaux et un peu partout dans certains médias. Antoine Flao, épidémiologiste, professeur de santé publique. Justement, quels sont les symptômes de cette variole du singe ? Quel moment on doit s'inquiéter, par exemple ? Comme beaucoup de ces maladies qui finalement sont inquiétantes, pour l'immense majorité des cas, ce ne sont pas des maladies très graves. Et on est un peu dans le même cas de figure. C'est pas du tout Ebola. On est plutôt dans un cas d'une éruption cutanée. Alors, ça dépend des groupes. Oui, c'est des boutons. Ça dépend des groupes de virus. Le clade qui émerge a des lésions assez restreintes, parfois sur les parties génitales, sur la peau. Et en fait, pour les enfants, c'est un rash cutané sur le thorax ou sur les bras. En fait, c'est donc pas très grave pour la plupart. Et puis pour certains, soit parce que ça se surinfecte, soit parce que ça peut atteindre des zones, des organes plus vitaux. Il peut y avoir un risque vital et c'est des complications. On ne sait encore une fois pas très bien encore. On comprend pas très bien tous les mécanismes de circulation et aussi de pathogénèse de ce virus. Mais c'est pour cela que l'alerte est déclenchée. C'est pour avoir plus d'investissement de recherche. Donc c'est un peu prématuré de ma part de vous demander comment ça se transmet. On parle de relations sexuelles, on parle en effet, vous commenciez à le dire tout à l'heure, de façon aérosol, un peu comme le Covid. Est-ce qu'il y a par exemple des populations qui sont le plus à même d'être touchées ? Est-ce que c'est plutôt de jeunes adultes ? Est-ce que c'est de vieilles personnes ?
Alors, ce qu'on voit, c'est que en fonction du virus et de ses mutations, le mode de transmission n'est pas le même. Dans l'épidémie dont on a parlé tout à l'heure, qui en 2022 a concerné 111 pays dans le monde, c'était par voie non pas sexuelle, au sens, c'est pas probablement par le sperme qu'il était transmis, mais plutôt par contact et par grande proximité de contact lors des actes sexuels, notamment entre des hommes ayant des contacts sexuels avec d'autres hommes. Donc c'était plutôt des homosexuels masculins ou des bisexuels qui ont transmis la maladie et qui, en fait, c'est une communauté qui est quand même très habituée, à cause de l'expérience du sida, à lutter contre la propagation dans leur communauté. Et à très vite prendre des réflexes, peut-être. Oui, il y avait le vaccin qui était disponible, c'était des pays plutôt riches et ils ont pris finalement les bonnes attitudes pour limiter l'expansion. Et aujourd'hui, ce virus circule toujours. Il y a des cas en France, hein, mais à vraiment très très faible intensité. En revanche, ce clade 2B qui se répand un peu comme une traînée de poudre en ce moment en Afrique centrale, mais aussi dans tout le pays de la République démocratique du Congo, on pense qu'il y a d'autres modes de transmission et que c'est probablement, je dirais, un mode plus partagé. Il y a probablement aussi des transmissions interhumaines qui ne concernent pas les relations sexuelles. La dernière épidémie qui a laissé de vifs souvenirs dans nos esprits, c'est évidemment le Covid pendant des années. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, on peut comparer les deux ? Non, ce qu'on peut comparer, c'est d'abord c'est une maladie transmissible due à un virus et que ce que l'on sait, ce que l'on peut disons utiliser, c'est l'expérience passée du Covid pour lutter contre le démarrage d'un foyer comme ça. On sait que le Mpox, ce virus, est capable de traverser les frontières. Il a atteint 111 pays en 2022-2023. Il est donc tout à fait capable de le faire à nouveau. Donc il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Et je pense que l'urgence de santé publique, de portée internationale, c'est vraiment l'idée de prévenir le maximum de pays possible en disant voilà, dès très vite, il faut mettre en place potentiellement des gestes barrières maintenant qu'on connaît un tout petit peu comment se propage ce virus. Rappeler la vaccination, j'imagine. Alors, on n'en est pas encore là, si je puis dire. Pas du tout. Alors, quels sont les premiers réflexes, on va dire, que doivent prendre les pays occidentaux, l'Europe, on va dire, qui a été alertée hier? Quels sont les premiers gestes barrières, on va dire, ou quels sont les rappels très, très, très importants à faire? À mon avis, les rappels très importants, aujourd'hui, sont pas au niveau de la population, parce qu'on n'est pas dans une... Pas encore, selon vous. Dans un risque imminent d'épidémie dans la population. Donc c'est plutôt au niveau de l'agenda politique. Il faut arrêter de se dire ça se passe loin de chez nous, ça ne nous regarde pas. Donc c'est au contraire, ça se passe loin de chez nous, on ne veut pas que ça arrive et que ça se répande dans le monde, et on veut aussi être solidaire pour que tous ceux qui souffrent de cela, alors qu'il y a un vaccin, alors qu'on a tous les moyens de lutter contre, eh bien il faut qu'on arrête tout cela. Il ne faut pas que ça déborde. On sait très bien les conséquences majeures, y compris économiques, sanitaires bien sûr, mais aussi sociales. On sait qu'elles sont majeures lorsqu'il y a une pandémie, donc ça c'est l'expérience qu'on a. On ne veut pas que ça se reproduise et on a tous les moyens aujourd'hui pour que ça ne se reproduise pas. Donc, quand vous dites ça, je vais m'engager vers une question peu optimiste. Enfin, la dernière fois qu'on nous disait, mais vous inquiétez pas, on a tous les moyens, on connaît ça, on a un système de santé performant, etc. La dernière fois, c'était quand même le Covid et ça vous a pas échappé, comme vous venez de le rappeler, qu'on s'en est pris pendant 2 ans. Donc, est-ce qu'on est sûr, cette fois-ci, d'avoir les connaissances, les gestes barrières, le niveau de santé suffisant, surtout que, et on en a beaucoup parlé ici sur Sud Radio, par exemple, les systèmes des urgences certains sont en grève, beaucoup sont surchargés, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est naturellement une façon, on va dire, assez négative de voir les choses, mais est-ce qu'on est sûr que la France pourrait faire face à une arrivée, même pas immense, mais une arrivée déjà solide de cas de variole du singe? Non, mais votre question est très pertinente et c'est pas du tout un excès de pessimisme. Il est vrai que le fait que l'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale ne résout pas le problème. Le problème sera résolu que si véritablement les gouvernements s'engagent, en particulier à distribuer des doses de vaccins et à produire des doses de vaccins et peut-être à aider aussi, pour une fois, profitons de cela pour aider l'Afrique, le continent africain, à produire elle-même ces doses de vaccins. Donc il faut que le vaccin, puisque la grande différence quand même avec le Covid, quand le Covid a émergé, on ne disposait d'aucun outil, ni vaccin, ni antiviral, ni même diagnostic au tout début. Donc je veux dire, aujourd'hui on a tout ça, on a tous les outils diagnostiques, on a tous les vaccins disponibles, on a même l'antiviral disponible, mais
les pays qui en ont le plus besoin n'en disposent pas ou très très peu. Donc ça, c'est très scandaleux, si vous voulez, au sens humanitaire du terme, mais en plus, c'est stupide. C'est-à-dire que si on veut que justement on n'ait pas à faire appel à un afflux massif de patients dans nos hôpitaux, comme vous le disiez, comme vous le redoutiez à tout juste titre, eh bien il faut juste pouvoir apporter des millions de doses en ce moment aux pays africains qui en ont besoin. Antoine Flahault, épidémiologiste, professeur de santé publique. Une dernière question après le Covid et les différents, on va dire, réactions qu'il y a eu, le fait qu'on soit littéralement fermé pendant plusieurs mois. Certains, évidemment, se sont enfermés dans des boucles cognitives d'une certaine façon. On voit déjà apparaître des messages complotistes, des messages d'alerte. Vous, l'épidémiologiste, qu'est-ce que vous voudriez dire à ces gens qui pensent que ça y est, c'est à nouveau un retour du Covid, on va nous mentir, tout ça c'est pour produire des vaccins. Bref, ce qu'on peut entendre parfois à intervalles réguliers. Quelle est non pas la voix de la raison, l'expression n'est pas la bonne, mais quels sont les quelques mots à leur dire pour, on va dire, les alerter réellement sur ce qui se passe? Alors, je pense que ce qu'on peut se dire, c'est que contre le Covid, les pays qui ont le mieux marché sont ceux qui avaient le plus confiance dans la science, dans leur gouvernement et dans leur expertise collective. C'est-à-dire que et la France et l'Europe en font vraiment partie. C'est-à-dire que c'est vraiment, même il y a toujours bien sûr c'est très bien d'ailleurs et c'est très sain qu'il y ait des échanges. C'est normal qu'il y ait des gens qui se posent des questions. On peut pas appeler complotiste toute personne qui se pose des questions. On peut se poser des questions, y compris pourquoi pas vis-à-vis des profits que peuvent générer ces épidémies sur certains camps ou certains groupes. C'est tout à fait normal. Et c'est en pleine démocratie que l'on peut répondre à ces questions, mais lorsque vous disposez d'une expertise collective, par exemple l'OMS, quand elle dit « je déclare l'urgence », quand le directeur général dit cela, il repose cette décision sur une expertise collective d'un comité d'urgence totalement indépendant de l'OMS, qui est vraiment de gens constitués vraiment de gens experts du domaine, qui connaissent extrêmement bien et le virus et sa transmission et toutes les connaissances, même imparfaites, que l'on a sur le sujet, et c'est eux qui donnent un avis, qui font prendre la décision au directeur général de l'OMS. Donc confiance dans la science et les institutions médicales qui nous alertent. Et voilà, on a aussi en Europe, il y a une excellente agence du médicament qui est très impartiale, qui est multi-pays, qui s'appelle l'IMA. Et je pense que lorsqu'elle vous dira il faut vous faire vacciner, eh bien vous avez quand même vous bénéficiez d'une expertise collective indépendante et impartiale. Je pense que c'est cela qu'on peut le plus promouvoir aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine Flahault, épidémiologiste, professeur de santé publique, de nous avoir alertés ou justement d'avoir fait preuve d'énormément de pédagogie pour nous expliquer ce qu'était ce fameux virus dont l'OMS nous a alerté sur la gravité hier soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, vous restez évidemment sur Sud Radio parce que ce sont les grands débats de l'été qui s'ouvrent. On s'interroge sur Bernard Cazeneuve, la piste Bernard Cazeneuve pour gravir les marches qui mènent à Matignon. Je ne savais pas visiblement lors des dernières législatives qu'on avait signé pour le retour de la République au costume 3 pièces et au chapeau à feutre. À tout de suite.